Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Nous allons parler de politique américaine ce soir. La campagne pour la présidentielle est-elle l'otage de la violence politique? L'attentat manqué contre Donald Trump a relancé le débat sur l'histoire politique de ce pays, émaillé par plusieurs expériences douloureuses en matière de lutte pour le pouvoir. Une attitude qui renvoie dans l'imaginaire collectif des images de Far West américain, d'autant plus que ces événements sont à chaque fois accompagnés d'une orchestration et d'une mise en scène sur le plan médiatique dont seuls les Américains ont le secret. L'establishment américain renoue avec la violence en politique. Nous allons en parler avec nos invités juste après ça. Alors, pour débattre de cette thématique, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Gamal Abina, éditorialiste, analyste politique. Merci d'être avec nous, Gamal. Merci pour l'invitation. Dans quelques instants, nous rejoindra en direct également de Paris, je tiens à le préciser, Manuel Pouchelet, expert en questions militaires et en relations internationales. Donc nous allons commencer avec vous, Gamal Abina. Alors un énième attentat a visé, nous l'avons tous vu, un ex-président des États-Unis, un candidat qui plus est à la Maison-Blanche, laissant planer de multiples interrogations sur la nature politique de cet incident majeur au cœur de la campagne. Gamal Abina, est-ce que la violence est de retour aux États-Unis? Je dirais simplement que la violence quasiment est consubstantielle au système américain. Simplement parce que dans la Constitution déjà, on a le second amendement qui garantit effectivement qu'aux États-Unis, on puisse se défendre avec des armes à feu. Que ce qui a fondé l'État américain, c'est d'abord un massacre de masse des Indiens. Ensuite, c'est une guerre contre ce qu'ils appelaient à l'époque l'occupant anglais, donc pour une guerre d'indépendance. Ensuite, c'est une guerre civile. Il y a eu le premier président américain qui a été assassiné au théâtre, on s'en souvient tous, c'est Abraham Lincoln. Oui. Ensuite, une multiplication de tentatives d'assassinat ou d'assassinats avérés. On l'a vu, le plus évident, c'est en 63 à Dallas. À la fin de la guerre de sécession pour Lincoln, rappelons-le. Tout à fait, pour la fin de la guerre, parce qu'ils lui ont reproché effectivement cette main basse qu'il avait faite du nord vers le sud. Ensuite, il y a l'assassinat de Kennedy, évidemment, pour des raisons internes qu'on n'élucidera pas avant très longtemps, j'imagine. Et puis, il y a l'assassinat aussi de son frère, Robert Kennedy, en 69, qui courait pour la présidence américaine et qui était pressenti comme étant le démocrate qui l'emporterait. Et surtout, on se souvient de Ronald Reagan, qui a failli être assassiné par un Turc dans les années 80. Et récemment, encore une fois, on voit bien que la tentative d'assassinat du futur locataire, je pense, de la Maison-Blanche, de Donald Trump, laisse présager un sentiment général de violence. Mais c'est une violence qui a toujours existé, qu'elle soit d'ailleurs de gauche ou de droite, entre guillemets gauche. C'est une violence qui est intrinsèquement liée au système de violence américaine. Il faut donner un chiffre qui doit parler aux téléspectateurs, c'est important. Aux États-Unis, il y a, à cause de la National Rifle Association, qui interdit de réduire ou de réguler la vente d'armes, donc c'est la NRA, qui est une association de promotion et de lobby pour la vente des armes. Il y a 30 000 morts par an par balle aux États-Unis et 100 000 blessés. En substance, ça donne le chiffre du nombre de morts en 10 ans de guerre en Irak de soldats américains. Et bien tous les ans, les Américains ont 30 000 morts, ce qui fait 300 000 morts tous les 10 ans. C'est un chiffre faramineux qui traduit réellement la violence sociale et politique qui existe aux États-Unis. J'ai un autre chiffre à vous donner, peut-être, Gamal Abina. 650 fusillades ont eu lieu aux États-Unis en 2023. C'est tout simplement un record. Manuel Pouchelet, bonsoir. Est-ce que l'avènement de Donald Trump en politique aux États-Unis est le déclencheur de cette séquence? Et pourquoi l'ex-président américain cristallise-t-il autant cette image d'une Amérique Far West? Vous savez, le président Trump, c'est quelqu'un qui parle franc, qui parle vrai, et forcément, il dérange, si vous voulez, dans son approche politique et dans la manière dont il va mener, si vous voulez, la politique aux États-Unis. C'est quelqu'un qui déjà avait bousculé les codes quand il était au pouvoir, et force est de constater que finalement, les récents événements qui viennent de se dérouler le week-end dernier n'est ni plus ni moins qu'un rappel, comme vient de l'annoncer M. Abina, sur cette violence américaine qui fait partie de son histoire. Quand vous regardez bien, même les films, je pense à Naissance d'une nation de Griffith, et même le caméraman de Buster Keaton en 1928 évoque cette violence. Monsieur Trump, de toute façon, va bousculer les codes, et d'ailleurs, le monde a un petit peu peur, et on ne peut pas dire anticipe,
sur cette arrivée au pouvoir qui s'annonce, entre guillemets, excusez-moi cette expression, tonitruante, puisqu'on sait pertinemment que l'aide à l'Ukraine va être revue. On sait que sur la question de Gaza, il y aura également de nouvelles prises de position. Et on sait également le pouvoir de ce président américain qui, lorsqu'il n'est pas d'accord, n'hésite pas à, on va dire, écarter du pouvoir ou de ses conseillers qui ne remplissent pas et qui ne satisfont pas, on va dire, peut-être ses caprices ou ses exigences en tout cas. Une chose est sûre, Donald Trump est un personnage qui, je pense, risque de renouer avec sa précédente présidence, tout comme d'ailleurs l'a fait M. Biden. Il n'a fait ni plus ni moins que le prolongement de la présidence de M. Obama. Maintenant, est-ce que Trump va refaire du Trump? Excusez-moi ce petit passage. On ne sait pas, mais une chose est sûre, comme vous pouvez le voir, il a déjà tous les articles, le fameux MACA, Make America Great Again, va revenir. Et en plus, avec ce qui vient de se passer, avec une certaine forme de force, où justement, quand il a été évacué, il a quand même employé un mot qui est fort en anglais, qui est le mot combattre, fight, c'est-à-dire que c'est un boxeur, Donald Trump. Il l'a déjà dit lors de sa précédente campagne, et là je pense qu'il va revenir. Est-ce que cette peut-être théâtralisation de la vie politique du côté Trump, bien sûr, cette mise en scène de la manière dont il veut apparaître auprès peut-être de son futur électorat, ne serait-elle pas en quelque sorte galvaudée, caricaturale, une théâtralisation qu'on a déjà vue justement en 2016? Oui, je pense que de toute façon, vous savez, regardez Donald Trump, en fait, tout ce qui touche et devient d'or. Regardez, il ne faut pas remonter si loin. En début d'année, vous savez qu'il a été convoqué pour... Oui, attendez, vous regardez bien, quand il a été convoqué sur son procès, sa photo d'identité judiciaire, il l'a transformée en mug et ça lui a rapporté des millions de dollars. Oui. Donc finalement, cette théâtralisation, elle fait partie du personnage et il faut faire avec. Très bien, merci Manuel Pouch. Les Gamal Labine, alors, remontant un peu le temps depuis l'assaut du Capitole en 2020, le 6 janvier, plutôt 2021, pardon, la police, l'armée, le FBI se tiennent d'ailleurs en état d'alerte, craignant une condamnation judiciaire. On a suivi le feuilleton judiciaire de Donald Trump durant près de 4 ans. Nouveaux résultats d'élections contestées ne mettent une fois encore le feu aux poudres. Alors, quels sont les scénarios auxquels on pourrait tout simplement s'attendre? Et est-ce que cette élection peut dégénérer autrement ou se jouer ailleurs que dans les urnes? Non, je ne pense pas. L'histoire du Capitole, ça a été une frustration que Trump avait essuyée parce qu'évidemment, il a perdu une élection. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas bon en économie. Il avait vraiment fait des résultats extraordinaires. Une croissance très soutenue, un chômage réduit au taux de chômage de 69 de l'époque des Trente Glorieuses avec un taux incompressible de 3%. Donc un homme qui avait réussi son pari économique, mais il a fait un mauvais pari sur la question du Covid parce que c'est un homme d'affaires. Il faut jamais oublier que c'est le fils d'un grand fabricant d'immeubles, on peut dire, un grand constructeur, et que lui, c'est un héritier qui a toujours géré sa vie comme il gère la politique américaine. Donc il voit les rentrées, les sorties et les bénéfices. Donc c'est quelqu'un qui cherche toujours le profit. D'ailleurs, c'est dit, Make America Great Again, ça fait référence à l'époque où l'Amérique brillait, elle n'était pas inquiétée par les guerres. C'est un isolationniste. C'est un homme qui considère qu'on ne doit surtout pas perdre d'argent dans des guerres inutiles. Quelqu'un qui considère qu'on peut acheter la paix. Il l'a fait d'ailleurs avec l'affaire des accords d'Abraham. Oui. Et c'est quelqu'un qui est outrancier. Alors évidemment, quand on a un homme qui en plus soutenait les démocrates devient républicain par défaut. Pour le moins borderline, disons. Oui, on peut même dire outrancier. Il y a des moments où il a des sorties assez hasardeuses. Quand il provoque, par exemple, le président nord-coréen, il n'y va pas à moitié. C'est des insultes et puis après, il finit par lui serrer la main. Donc tout le monde connaît le personnage un petit peu caricatural ou en couleur, très Amérique centrale, Amérique centrale, Amérique de l'intérieur des terres, l'Amérique du Kansas, de toutes les régions un peu déshéritées. L'Amérique redneck, comme on dit. Oui, les redneck, absolument. Les coups droits, comme on les appelle. Donc ce qui se passe, c'est que cette Amérique-là est une Amérique conservatrice, une Amérique qui rêve de passer, une Amérique qui est très nostalgique d'une gloire passée. Et cette idée de déclinisme que Trump utilise à satiété, il passe son temps à parler du déclin d'Amérique et qu'il faut lutter contre cela et qu'il dit qu'il est la solution, et bien c'est quelque chose qui a bien fonctionné pendant 3 ans. L'année du Covid, il a été arrogant, il voulait faire les affaires, il voulait pas arrêter l'économie. Ça lui a coûté sa place parce qu'effectivement, il y a eu tellement de morts et tout le monde s'en souvient que finalement, il est passé un peu pour quelqu'un de léger dans la gestion de cette pandémie. Mais il a perdu une élection uniquement pour des raisons qui étaient conjoncturelles, très circonstanciées. Il aurait dû gagner, il aurait pu gagner, c'était une élection très disputée. Là, je ne crois pas une seconde qu'il y ait le moindre risque qu'il perde, surtout qu'avant même cet attentat,
Il était déjà donné pour quasiment le victorieux, puisque la politique internationale de Biden est catastrophique. Oui, voilà, ce serait beaucoup plus Biden qui se tire des balles dans le pied plutôt que Trump peut-être qui oui, est dans une... il y a un peu de ça. Il y a deux choses. Il y a le Biden qui est pas bon, on le sait très bien. Ouais. C'est quelqu'un qui a même plus son esprit. Hein. Il est trop vieux pour ça. Et surtout, Trump qui est pas loin. Il est pas si éloigné en termes d'âge, mais il a une forme olympique incomparable. On voit bien que c'est pas un homme qui est dégradé physiquement. On l'a bien vu, mais ça, quand il se relève et qu'il monte le poing, c'est quelqu'un qui fonctionne, ça a été dit par Emmanuel Pouchelet, comme un guerrier. Il est dans le fight. Eh bien, ce qui se passe, c'est que cet homme, effectivement, vient démontrer son courage. Alors évidemment, mise en scène, réfléchi, même pas une minute après, il relève le nez. Mais il n'en demeure pas moins qu'un homme blessé qui montre un tel courage alors qu'il aurait pu se faire tirer dessus une seconde fois, il ne savait pas ce qui se passait. Donne le sentiment, effectivement, que c'est l'homme qui a le courage de faire face aux difficultés et qui aura le courage de la paix. Très bien. Manuel Pouchelet, alors au soir même de cet attentat, le président américain Joe Biden avait déclaré que la violence politique n'avait pas sa place aux États-Unis. Alors, on a bien envie de le croire, hein, Joe Biden, mais les faits sont encore une fois contre cette déclaration. Qu'en pensez-vous ? Les faits sont têtus, comme on dit chez nous en France. Maintenant, vous savez, la violence en politique, c'est n'est guère une nouveauté, surtout dans l'histoire américaine, comme on a pu le rappeler en début d'émission avec les assassinats des présidents, mais aussi des candidats. Hein. Je pense à M. Wallace, puis aussi aux frères de Kennedy. Maintenant, quand vous transportez ça aussi, même en France, regardez récemment avec l'élection législative, on a des candidats qui ont été molestés en France. Bon, certes, pas avec la violence des armes, mais une chose est sûre, il y a une forme de décomplexion dans la violence qui aujourd'hui prend une tournure assez inquiétante, si vous voulez. Donc quelque part, voilà, maintenant, concernant le personnage de Donald Trump, il ne plaît pas à tout le monde, puisqu'on sait, bien sûr, alors nous, on s'intéresse beaucoup à la politique internationale, mais il a quand même une politique intérieure qui devrait renouer avec, on va dire, les bénéfices, parce que pendant que l'argent, on va dire, des Américains est dépensé pour les opérations militaires, il y a aussi des lobbies qui sont derrière tout ça, ne l'oublions pas dans ce cas. Oui. Bien sûr, mais vous avez aussi cette politique qui est assez agressive où finalement vous avez cette fameuse expression, d'ailleurs qui a été brandie sur certains slogans et pancartes lors de meetings de M. Trump, où on dit « fire M. Biden », donc « virer M. Biden ». Donc cette violence, si vous voulez, elle est dans ses propos, il y a des gens qui adhèrent et ils l'appliquent malheureusement tant dans la lettre que dans l'esprit. Mais justement, Gamal Abina, alors... Monsieur Pouchelet parlait de ces attentats ou de ces tentatives d'attentats qui ont eu lieu aux États-Unis durant toute son histoire. Alors 4 présidents ont été assassinés, 16 ont fait l'objet justement d'une tentative d'assassinat dans l'histoire de ce pays. Hormis ce qui se passe à un niveau inférieur peut-être, qu'est-ce qui façonne cette idée du passage en force en quelque sorte qu'on retrouve chez certains lobbies bien enracinés dans l'état profond américain et dont les fondements même sont à retrouver dans l'idéologie politique prônée par Donald Trump? Ce qui est amusant dans ce paradoxe, c'est que Donald Trump fait partie de ceux qui défendent effectivement le second amendement et la vente d'armes. Il faut donner un chiffre, hein. Il y a 900 millions d'armes pour 300 millions d'individus. Ça vous donne un peu le niveau de violence potentielle que recèlent ces États-Unis, dans lesquels il y a des zones bourgeoises, des zones riches de millionnaires ou de milliardaires qui sont complètement isolées du reste de la société pour des raisons de sécurité. Donc les États-Unis, c'est une caricature d'État cow-boy, on peut le dire, qui se comportent aussi bien à l'intérieur de son territoire qu'à l'extérieur comme des cow-boys. On voit bien qu'à chaque fois qu'ils vont à l'extérieur, c'est toujours un massacre de masse. Et les États-Unis se sont fondés sur la violence. Il ne faut jamais perdre de vue que l'indépendance est une guerre de violence, la sécession c'est une guerre de violence, que la violence exercée contre les minorités, les Noirs particulièrement, eh bien c'était fondamentalement ancré jusqu'aux années 70, qu'il y a eu plusieurs émeutes qui ont été réprimés par la violence, mais qui ont démarré sur des violences d'armes à feu. Je veux dire, quand vous avez des problèmes, par exemple, dans le reste du monde, enfin, particulièrement en Europe, en général, il y a des violences, ça arrive, mais on n'a pas des armes à feu qui répondent aux armes à feu. Aux États-Unis, les policiers tirent systématiquement, des voyous tirent avec des armes à feu, il y a des réponses, c'est vraiment un pays extrêmement dangereux. Et quand on a ce genre de violences qui sont intrinsèquement liées à la culture américaine, il faut voir quand même que l'idée sous-jacente, c'est que on a un Far West permanent, qu'on a toujours des gens qui se tirent dessus, qu'on a un sentiment d'une violence légitime, parce qu'on parle beaucoup de légitime défense, qui commence malheureusement à être exportée dans d'autres pays. Eh bien, cette idée-là est une idée de se dire, cette possession d'armes nous permet de protéger nos biens, parce que le second amendement est lié à un autre amendement, c'est celui de la propriété privée. Or, un homme qui est agressé chez lui, qui défend son bien, la valeur marchande est plus importante que la vie, a le droit de tuer celui qui va pénétrer dans l'enceinte de la maison ou d'une quelconque propriété,
Et on finit par avoir un exercice de la violence qui est légitimé simplement par la possession. Donc ces questions-là sont posées avec acuité. Malheureusement, aux États-Unis, effectivement, il n'y a pas de régulateur. Il y a très peu de possibilités de faire pression sur les lobbies de vente d'armes. Mais l'autre paradoxe, donc Trump a failli mourir parce que trop d'armes aux États-Unis. Oui. Et en même temps, Trump est un isolationniste. Donc son intérêt, c'est de faire du business à l'intérieur et il ne va pas toucher à ces lobbies d'armement parce qu'il va leur réduire la capacité de faire de l'argent à l'étranger par les guerres, je précise. Il continuera à faire des ventes records, mais il ne va pas réduire la capacité des vendeurs d'armes aux États-Unis à continuer à vendre des armes pour soi-disant se protéger. Manuel Pouchelet, est-ce qu'au fond, cette tolérance à la violence politique qui gagne du terrain aux États-Unis, est-ce qu'elle serait en quelque sorte, disons, une marque dans une Amérique polarisée, rongée par les inégalités malgré tout, et dans laquelle les armes à feu sont partout? Est-ce que ce serait une marque, un stigmate de la fracture politique qui règne dans ce pays depuis très longtemps? Je vais vous dire oui et non. La dernière fois, nous avions fait une émission sur l'Angleterre. Vous savez, on parlait du bipartisme. Je pense que le bipartisme américain, il est fortement ancré. Regardez, là, vous n'avez pas de tendance d'extrême droite comme on peut avoir en Europe, ni même en Angleterre récemment. Mais une chose est sûre, que ce soit du côté démocrate ou du côté républicain, vous avez toujours cette espèce d'Amérique profonde et fondamentaliste qui cède, on va dire, à certaines chimères, à certains démons, qui justement s'invitent aussi dans cette campagne politique. Les Américains, c'est une variété de population. On parle de melting pot. Oui. Vous avez vraiment une. D'ailleurs, là où a été la tentative d'attentat contre M. Trump, je vous ferai remarquer qu'elle est dans la partie est des États-Unis. C'est la partie qui souffre le plus. Ouais. C'est ce qu'on appelle en anglais la Rust Belt, la ceinture de rouille. C'est ça. Il n'y a pas n'importe quel État compte tenu. Tout à fait. Mais quand vous regardez. Oui, mais quand vous regardez l'histoire des États-Unis, cette fameuse Rust Belt, ce n'est plus ces complexes industriels, ces complexes d'armement, c'est là où on fabrique les missiles, les armes, etc. Ce n'est pas la Sun Belt qui est la Californie, le progrès, oui. Que ce soit au niveau sociétal et même au niveau des nouvelles technologies. Donc je pense que c'était aussi une forme de refus peut-être de cette partie des États-Unis, d'un discours qui ne lui semble plus adapté. Maintenant, je ne suis pas sûr que Donald Trump fasse aussi l'unanimité du côté de la Sun Belt, c'est-à-dire dans les États complètement de l'Ouest. Je pense à l'État de Washington, je pense à la Californie, je pense à d'autres grands États. Pour l'instant, les grands électeurs, puisque vous savez que les élections américaines, ce sont des élections indirectes, oui, le président est élu avec des grands électeurs. Exactement. Je pense que cette tentative d'assassinat sur Donald Trump va relancer, une chose est sûre, la campagne, mais malheureusement, ce qu'il manque pour l'instant, et d'ailleurs on attend ce soir, si vous voulez, cette grande convention américaine à Milwaukee, qui devrait l'introniser avec, je pense, un discours qui sera beaucoup plus modéré que ce qu'il a été le jour de cette tentative d'attentat, en tous les cas. Le push and pull comme stratégie dans ce cas-là, Manuel Pouchelet. Alors, Kamala Bina, justement, une cour de Floride vient d'abandonner les charges dans l'affaire dite des documents classifiés. Quelle incidence cela pourrait avoir sur le reste de la campagne électorale? Ça lui est très favorable parce que de toute façon, cette cour le poursuivait pour les mêmes propos, enfin pour les mêmes problématiques qui avaient été soulevées contre Biden, qui lui-même avait des documents. Exactement. Donc je sais quand même, on dirait la balle au centre, quoi, simplement. Je pense que ce qui va vraiment lui profiter, c'est l'image du martyr quasiment, même s'il n'a pas été martyr, mais qui a été blessé, qui s'est relevé, qui a été digne, et surtout après, effectivement, cette tentative d'assassinat direct, elle est très claire, avec un tireur très peu expérimenté, mais bon, dans tous les cas de figure, il y a une intention qui était réelle. Eh bien, il a montré un discours plus nuancé que d'habitude, parce qu'il doit montrer la face d'un président qui n'a pas paniqué, qui ramène le calme à la maison et qui dit qu'il fera mieux que Biden, qui avait déjà dit lui-même il ne faut surtout pas de dérapage, il ne faut surtout pas que la violence augmente, la violence politique en l'occurrence, même si c'est une tradition américaine, il ne faut jamais perdre de vue qu'on parle de président, mais n'oublions jamais que deux grands leaders de l'opposition américaine ont été assassinés, parce que j'aime bien parler des Blancs, on parle maintenant des Noirs. Martin Luther King, qui était un pacifiste, ou Malcolm X, qui avait été assassiné quelques années auparavant, 65 et 68, eh bien, ces deux grands leaders noirs ont été tués pour des raisons politiques, là encore. Donc l'idée de la violence politique est, comme je le disais, intrinsèquement liée au système américain, parce qu'elle est facile, parce que tout le monde peut tirer avec des armes, parce qu'on peut avoir des armes létales, on peut avoir des fusils automatiques, on achète quasiment les armes comme on achète une baguette, et ça c'est une question qui va être soulevée avec acuité pendant la campagne, je suppose, parce que ça va laisser des traces, mais il est certain que, pour le coup, ce qui va profiter à un des deux candidats, c'est la victime du tentative d'assassinat, passe forcément pour le héros, passe forcément pour celui qu'on veut faire taire, et tous les complotismes mêlés à l'opposition, mêlée au sentiment qu'effectivement Trump a été coupé dans son élan de son second mandat, et ben tous ces éléments vont être réunis en sa faveur.
Manuel Pouchelet, dans quel état psychologique se trouvent à l'heure actuelle peut-être les électeurs des deux camps? Est-ce que ça pourrait tout simplement conditionner la préélection aux États-Unis également? Et pas seulement la campagne. Oui, de toute façon, vous savez, la campagne, elle commence, je pense, tôt, et ce qui vient de se passer va la relancer. Parce que vous savez, les Américains sont habitués au temps long en termes de campagne électorale. Mais surtout, d'ailleurs, on l'a peu évoqué, on l'a même pas évoqué encore ce soir, ce fameux débat du mois de juin où M. Biden avait été en difficulté, si vous voulez. Donc maintenant, je pense que le prochain débat sera très écouté et suivi. Il y a bien deux Amériques qui s'opposent, pour ne pas dire qui s'affrontent, mais qui de toute façon sont capables de faire preuve d'une grande unité lorsqu'elle est en difficulté. Et pour l'instant, la difficulté, si l'on regarde les dossiers internationaux, pour les Américains, on oublie la face pacifique avec Taïwan et la Chine, et puis bien sûr cette dette, puisque les Américains se paupérisent. On a quand même très peu d'informations sur la politique intérieure qui a été menée par M. Biden, puisque cela est confié à Mme Kamala Harris, sa vice-présidente. Mais je pense que M. Trump, moi j'ai le souvenir d'une vidéo qui avait été diffusée dans les années 2007-2008, où justement il se plaignait des 1000 milliards de dollars qui avaient été, on va dire, dépensés dans les dépenses de l'armée américaine pour l'Irak. Et je pense qu'il va recentrer, si vous voulez, sur la politique intérieure. C'est ce que veulent les Américains. Vous avez des vétérans qui ont combattu sous tous les cieux, comme l'Afghanistan, l'Irak, et peu importe là où les Américains ont été engagés, et qui aujourd'hui n'ont rien. Donc, si vous voulez, c'est cette population-là aussi qui va se décider. Vous savez, la population n'est jamais neutre, elle ne mord jamais la main qui l'alimente. Kamala Bina, alors, justement, vous avez parlé des crimes liés au racisme anti-noir aux États-Unis. Est-ce que, justement, cet attentat ne serait pas, en quelque sorte, ou ne véhiculerait pas, en quelque sorte, une idée déjà répandue en Europe, notamment en France, celle du racisme anti-blanc, anti-autochtone, entre guillemets, en ce qui concerne le cas de Donald Trump? Bon, faut être très clair. Moi, j'aime beaucoup ce genre de propagande assez crasseuse, on peut le dire. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Je vais le démontrer en une minute. Parce que d'abord, le phénomène du racisme est une invention espagnole. La controverse de Valladolid qui se demandait si les Indiens étaient des êtres humains. C'est ça le racisme. C'est l'idée de se dire, est-ce que cet être est égal à moi? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il est à mon niveau? Donc il y a un rapport de domination, dominant-dominé qui fait que la race blanche est la race dominante parce que technologiquement avancée, parce qu'elle a dominé le monde, parce qu'elle a écrasé. Donc cette fameuse race blanche, je dis des termes très outranciers, ça reste toujours dans l'idée des racialistes, donc des racistes, et ils prétendent aujourd'hui qu'ils seraient victimes d'une discrimination. D'un point de vue de clientélisme politique, ça marche toujours. Ça marche parce que la propagande marche, mais le racisme, ce concept-là, c'est le dominant face au dominé. Le dominant jusqu'à présent, c'est l'Occident, et les dominés, ce sont les minorités. Les minorités sont noires, arabes, mexicaines, asiatiques. C'est ça la réalité. Donc quand on invente des concepts fumeux comme ça, c'est une façon de se positionner comme une victime. La posture victimaire est très confortable. Ça permet de pouvoir dire, nous sommes victimes, avant nous étions des hommes, nous étions meilleurs. Aujourd'hui, on s'est affaibli à telle enseigne que ces sous-hommes se croient supérieurs à nous. Mais le racisme anti-blanc est un truc très fumeux, qui est un mensonge, qui est un non-sens, et qui effectivement peut être utilisé par l'extrême droite. Très bien, une extrême droite à laquelle Donald Trump est assimilé, notamment en Europe et notamment à travers sa proximité avec la Russie. Dernière question, on va terminer avec vous, Manuel Pouchelet, rapidement. Tout simplement, question directe, est-ce que c'est le tournant de la présidentielle aux États-Unis? Je pense qu'il est trop tôt. Les candidats n'ont toujours pas répondu à la fameuse question qui avait été posée lors des dernières présidentielles américaines. Excusez-moi, c'est comme ça que M. Biden avait été élu. Quelle stratégie allez-vous faire pour mettre des sous dans la poche des Américains? Là, la vraie question. Kamala Bina, on a le temps de vous reposer la même question? J'allais dire qu'il a raison, Manuel Pouchelet a raison là-dessus. Effectivement, la question qui se pose aujourd'hui avec acuité, c'est la question économique. C'est-à-dire que Trump a démontré qu'il était capable, Biden a démontré qu'il cachait la dérive de l'économie qui se dégrade, et surtout Biden finance des guerres à l'extérieur, ce que Trump refuse. Merci à vous deux, messieurs. Manuel Pouchelet, expert des questions militaires et également analyste géopolitique. Merci à vous, Kamala Bina, éditorialiste, analyste politique également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Je vous donne rendez-vous dès demain. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.